Salut, c'est le profil. On va continuer aujourd'hui notre exploration du corps humain en s'intéressant à quoi? Le système reproducteur féminin. Oh, 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 oui, oui. Le système reproducteur féminin, c'est de manière générale quelque chose qui mécaniquement est relativement plus simple, un peu plus simple que le système reproducteur masculin, mais c'est au niveau des hormones que chez la femme, le système reproducteur a plus de complexité. On va donc commencer par faire un examen des organes associés au système reproducteur féminin. J'ai donc mon premier petit modèle ici, un modèle bien évidemment qui représente les organes génitaux féminins, organes génitaux qui sont en grande partie situés à l'intérieur du corps. Donc, de manière générale, on a coupé le modèle en deux. On va retrouver ici l'anus avec l'intestin. À l'entrée, à l'avant ici, on va retrouver l'os pubien. Ce que l'on peut voir lorsque l'on remet ça ici, mais qu'on veut, on le voit un peu en trois dimensions, c'est la chose suivante. On retrouve, excusez-moi, le modèle. On retrouve ici l'os pubien. On va retrouver un sac qui est situé ici. Ce sac-là, c'est la vessie. Et on va retrouver par-dessus un autre sac qui est l'utérus. Cet utérus-là va être associé à deux extensions de chaque côté que l'on va nommer des trompes de Fallope. Ces trompes de Fallope-là vont être des conduits qui vont permettre aux ovules fabriqués par les ovaires, juste ici. Ça, c'est l'équivalent de la testicule chez la femme. Bien évidemment, c'est resté dans l'abdomen. L'ovaire va sécréter une ovule, généralement une fois à tous les 2 mois. Un mois, ça va être l'ovaire gauche, l'autre mois, ça va être l'ovaire droite. Si les deux ovaires en même temps sécrètent une ovule, à ce moment-là, il peut y avoir une chance de jumeaux non identiques, donc de deux individus qui se développent simplement en même temps, mais à partir de deux ovules différents. Donc, l'ovaire sécrète l'ovule qui va être acheminé par la trompe de Fallope jusqu'ici. Qu'est-ce que cela ici? Ça ici, c'est le sac où le bébé va grandir. Il s'agit de l'utérus. Si vous regardez la position de l'utérus par rapport à la vessie, vous imaginez que lorsqu'il y a un bébé, l'utérus peut venir prendre la grosseur d'un ballon de basketball. Donc, à ce moment-là, la vessie ici va être complètement comprimée, ce qui va faire en sorte que les madames enceintes qui sont sur le point d'accoucher vont toujours aller aux toilettes parce que leur quantité d'entreposage urinaire est très, très, très réduite. Lorsque le bébé va être prêt, il va passer par le conduit ici, qui se nomme le vagin. Le vagin, c'est le conduit, bien évidemment, pour sortir l'enfant de l'utérus, mais en premier lieu, c'est une espèce d'étui, de réceptacle pour le pénis en érection, pour que celui-ci puisse venir déposer juste ici sa semence, donc les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes vont devoir par la suite, je prends mon modèle, comme ça ici, et je change de modèle. Donc, toujours le même principe avec le vagin ici, l'utérus, donc la chambre du bébé, où il va y avoir le développement, les trompes de Fallope, qui sont des conduits qui servent à acheminer les ovules à partir de l'ovaire. Donc, on va voir ici le col de l'utérus, qui est une fermeture qui va être la porte d'entrée des spermatozoïdes vers l'ovule à partir du vagin. Voyons maintenant comment c'est fait à partir de l'extérieur. Un petit dessin. Et voici mon modèle dessiné, toujours le beau petit dessin poche de profil. Voici un modèle anatomique féminin, bien évidemment en position couchée sur le dos. On le voit ici par les poils pubiens. Donc, voici les organes externes de la femme de manière schématisée. Ce que l'on trouve en premier, à partir de l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit en premier? Ce sont les grandes lèvres. Les grandes lèvres sont un repli de peau qui a pour fonction de boucher l'entrée pour le vagin pour éviter la présence de corps étrangers dans le vagin. Donc, c'est de la peau, un peu comme la peau normale sur le dessus du bras, qui peut y avoir du poil. C'est donc la première fermeture. Si on ouvre ça à l'intérieur, on va trouver un tissu qui est une muqueuse. Donc, une muqueuse, c'est une peau qui doit toujours être humidifiée, comme la peau que vous retrouvez à l'intérieur de votre bouche. Donc, il n'y a pas de poils sur cette muqueuse-là. Mais on va retrouver un repli de peau qui se nomme les petites lèvres. Donc, c'est un deuxième mécanisme de fermeture pour éviter qu'il y ait des corps étrangers qui entrent à l'intérieur du vagin. Dans le bas
des petites lèvres, on va retrouver un orifice, bien évidemment, qui continue vers l'intérieur. C'est le vagin, qui est le réceptacle du pénis, qui est l'étui où le pénis doit aller déposer sa semence. Bien évidemment, dans la configuration ici, le vagin serait un cylindre qui continuerait vers l'arrière. Je n'ai pas pu le dessiner. Ce que l'on retrouve lorsque l'on suit les petites lèvres et qu'on va les rejoindre en haut, on va retrouver une espèce de petite bille de chair qui est quelquefois difficile à retrouver. Ça se nomme le clitoris. Le clitoris, c'est un repli de peau qui a une fonction sensorielle chez la femme. C'est l'endroit où la sensation sexuelle va être la plus intense. Ce que l'on voit ici, c'est simplement une espèce de petit repli de chair qui existe à la commissure des petites lèvres. Ce qu'on a découvert récemment, c'est qu'en fait, le clitoris est un organe qui est beaucoup plus complexe, qui va vers l'intérieur et qui va avoir des ramifications ici, aussi au niveau du vagin. Et le clitoris, c'est l'endroit où il va y avoir la plus grande sensation sexuelle chez la femme. La peau du clitoris, c'est l'équivalent chez l'homme de la peau du gland. Le pénis est un tuyau au bout duquel il y a une peau qui est beaucoup plus rose, beaucoup plus fine, beaucoup plus tendre. Il s'agit du gland. Eh bien, les sensations du gland sont beaucoup plus grandes que l'ensemble de tout le restant de la peau de l'appareil génital masculin. C'est le même principe chez le clitoris. C'est un organe qui permet l'excitation sexuelle. Et juste sous le clitoris, qui est impossible à trouver, il faut simplement savoir qu'il est là, c'est le méa urinaire. Donc, c'est le petit trou qui permet de sortir l'urine de la femme. Donc, on peut constater que, de manière générale, l'anatomie féminine, c'est quelque chose qui est un petit peu plus simple. Voyons maintenant, grâce à un schéma, comment se déroule la physiologie féminine. Chose surprenante, les hommes et les femmes ont un fonctionnement à la base qui est semblable. En embryologie, on apprend que pendant les premières semaines de la vie, les embryons féminins et les embryons masculins ont exactement la même morphologie. Ce n'est qu'un peu plus tard dans le développement que va se produire une différenciation sexuelle. Donc, à la base du fonctionnement est la même. C'est le cerveau. À la base du cerveau, une glande qui s'appelle hypophyse qui va fabriquer des hormones. Ces hormones-là, la FSH et la LH, vont avoir différents impacts. Bien évidemment, ces hormones-là vont affecter les gonades, c'est-à-dire les tissus de reproduction. Dans le cas des hommes, ce sont les testicules. Dans le cas des femmes, ce sont les ovaires. Va fabriquer la FSH. La FSH, l'hormone folliculostimulante, va permettre la fabrication de follicules, c'est-à-dire de gamètes, qui sont l'ovule pour la femme, et les spermatozoïdes chez l'homme. En plus de ça, l'hypophyse va sécréter l'hormone lutéinisante qui elle-même va avoir un impact, encore une fois, sur les gonades, donc les ovules et les testicules. Dans le cas des testicules, l'hormone lutéinisante va faire entrer la fabrication de testostérone et l'hormone lutéinisante du côté féminin va permettre de fabriquer l'estrogène et la progestérone. Qu'est-ce que l'estrogène et la progestérone vont amener comme transformation dans votre corps? Et bien évidemment, comme les hommes, il va y avoir une mue au niveau de la voix, bien qu'elle soit un peu moins évidente. Il va y avoir une certaine différence. Apparition de la pilosité. Pilosité au niveau du pubis, pilosité au niveau des bras, des aisselles, tout comme les hommes. Les hommes avec la testostérone ont quant à eux un message qui s'adresse à la peau de leur visage pour faire pousser plus de poils. Intéressant. Au niveau de la silhouette également, la silhouette d'une femme est une silhouette qui se prépare en vue de la reproduction. Il va y avoir généralement un élargissement du bassin pour que l'os du bassin ait une plus grande ouverture simplement pour laisser passer plus facilement le bébé lors de l'accouchement. Il va y avoir également un développement au niveau des seins, puisque les seins doivent devenir des glandes qui vont permettre de nourrir le bébé. Il se peut qu'il y ait des faibles transformations ou des fortes transformations. Ça dépend vraiment de chaque individu. Il est quand même intéressant de noter que dans tous les mammifères, les humains sont les seuls animaux dont la femelle garde des seins proéminents tout au long de sa vie. Pour ce qui est des autres animaux, les seins vont apparaître et disparaître selon les besoins en lactation.
Bien évidemment, l'estrogène et la progestérone vont avoir des liens avec l'ovulation, c'est-à-dire la libération par les ovaires une fois aux 2 mois d'une ovule, pas une fois aux 2 mois, parce qu'il y a 2 ovaires. Et ils vont alterner leur fonctionnement chacun, de manière à pouvoir en avoir seulement qu'une ovule généralement à féconder. Si les 2 ovaires font en même temps une ovule, il risque d'y avoir une double fécondation qui vont former 2 individus qui vont naître en même temps. On va parler à ce moment-là de jumeaux non identiques. Et manifestation psychologique également au niveau de la femme, c'est l'apparition de la libido, donc l'apparition du désir, chose qui peut être traumatisante un peu à votre âge, puisque tout d'un coup, vous vous réveillez, vous avez fait un rêve érotique avec quelqu'un que vous n'attendiez pas, ou autre forme de situation comme ça. C'est l'éveil d'une nouvelle réalité psychologique, bien évidemment, qui se fait à partir du fonctionnement mature, disons, en mode reproductif, du système reproducteur féminin. Maintenant, comment tout cela fonctionne-t-il? Au niveau de complexité, pas mal plus grand. Sachez que le cycle reproducteur féminin peut faire l'objet d'études universitaires poussées en tant que telles. Donc, ce qu'on vous présente ici, ce ne sont que les premiers balbutiements de la compréhension du système du cycle menstruel féminin. Donc, bien évidemment, la dame est celle qui va garder en son sein, en son ventre, dans ses entrailles, pendant 9 mois, le petit bébé à naître. Ce petit bébé-là a besoin de nourriture, a besoin d'un environnement pour commencer à se développer quand il est une seule cellule, donc l'ovule fécondé. Où l'ovule fécondé s'installe-t-elle? Elle s'installe dans l'utérus. Elle ne s'installe pas n'importe comment dans l'utérus. Elle va s'installer dans une espèce de tissu de nid qui est créé pour l'ovule. Ce nid-là se nomme l'endomètre. Oui, l'endomètre, c'est un espèce de tissu nourricier qui se développe à l'intérieur de l'utérus. Bien évidemment, la nourriture, généralement, c'est quelque chose qui a une date de péremption. Tu ne peux pas garder la nourriture autant de temps que tu veux dans ton frigidaire. Il se passe la même chose à l'intérieur de la femme. L'endroit, le tissu nutritif qui est fabriqué pour recevoir un bébé, lorsqu'il n'est pas utilisé, va devoir être relargué pour être renouvelé. Ce relargage-là du tissu nutritif se nomme les menstruations. Lorsque vous êtes menstruée, mesdemoiselles, ce n'est pas du sang en tant que tel, mais un tissu, bien évidemment, qui va être gorgé de sang, d'où sa couleur rouge, mais c'est un tissu qui va servir de base pour accrocher un ovule fécondé et pour lui permettre de survivre le temps qu'un système sanguin plus complexe se développe et avec le sac amniotique et l'ensemble du développement embryonnaire sur lequel on ne rentrera pas aujourd'hui. Donc, les menstruations, c'est le renouvellement de la nourriture à bébé. Le jour 1 des menstruations représente le jour 1 du cycle menstruel. Bien évidemment, on fait ça sous forme d'un cercle, puisque ça revient tout au long de la vie d'une femme jusqu'à ce qu'elle ait sa ménopause, c'est-à-dire qu'elle arrête de produire des ovules fécondables, ce qui se passe vers l'âge souvent de cinquantaine d'années. Donc, la première période, c'est la période pré-ovulatoire, puisque l'objectif, le nœud dans toute la patente, c'est le moment où va être relargué l'ovule. L'ovule, lorsqu'elle est relarguée, vit de 12 à 48 heures. Donc, c'est un moment qui est relativement court. La période préovulatoire commence par les menstruations, donc on enlève ce qui était plus bon. Et lorsque les menstruations se terminent, on recommence tout de suite à refabriquer de l'endomètre, donc à refabriquer un nid nourricier pour l'ovule fécondé. Cet endomètre-là va s'épaissir jusqu'à la phase ovulatoire. À la phase ovulatoire, là, il va y avoir l'ovaire qui va relarguer une petite ovule qui va être absorbée par la trompe de Fallope et qui va commencer son chemin, descendre jusque dans l'utérus. Si il y a fécondation, à ce moment-là, il va y avoir arrêt du cycle menstruel, il va y avoir construction du placenta, construction d'un paquet de structures permettant la survie du bébé. S'il n'y a pas de fécondation, à ce moment-là, le cycle menstruel se continue, se poursuit
Et il va y avoir une phase post-ovulatoire pendant laquelle le corps de la femme, bien évidemment, en fonction de la survie de l'ovule, va être pendant une faible période encore fertile. Mais ensuite de ça, on se prépare simplement aux menstruations. Il est à noter que de connaître votre cycle menstruel ne peut être qu'une indication générale sur l'hygiène que vous devez faire, donc sur les mesures de prudence que vous devez avoir. Par exemple, amener dans votre sac d'école des tampons, des serviettes sanitaires, des choses comme ça, pour éviter qu'il arrive des accidents de menstruation. Sous aucune considération, vous devez prendre votre cycle menstruel, peu importe la régularité de celui-ci, comme moyen de contraception. Ce n'est pas un moyen de contraception que l'abstinence pendant une certaine période. Il peut se passer tellement de choses, généralement, lorsque les demoiselles commencent votre vie reproductive, il va y avoir de l'instabilité. Une période préovulatoire peut avoir un temps qui peut être très, très variable. Tu peux finir tes menstruations puis ovuler très, très peu de temps avant, après, avec une grande surprise. La seule chose qui est stable là-dedans, c'est la période post-ovulatoire, mais la période post-ovulatoire ne peut pas permettre d'établir une période où vous ne serez pas fertile. La seule façon d'avoir une vraie bonne contraception, bien évidemment, l'abstinence absolue en est une, qui d'une certaine façon n'est pas une méthode de contraception parce que si tu es abstinent, tu n'as pas de relation sexuelle, donc il n'y a pas de danger quand on parle de contraception, c'est dans le cadre de relations sexuelles. Donc, le port du condom est la règle numéro 1, bien évidemment, pour ce qui est de la santé reproductive et pour aussi la santé globale, puisque malheureusement, les comportements sont cycliques, ont tendance à fluctuer selon l'actualité. Dans les années 90, le port du condom était devenu extraordinairement populaire puisqu'il y avait une épidémie de sida qui sévissait à ce moment-là. Le sida est une maladie mortelle, mais aujourd'hui, on prend beaucoup plus de temps à en mourir. Donc, on a la chance d'être beaucoup plus malade pendant beaucoup plus longtemps. Et les gens, on croit que ce n'est plus une maladie mortelle et les niveaux de sensibilisation, les niveaux de sécurité aujourd'hui seraient à la baisse, ce qui fait en sorte qu'il y a un paquet de maladies transmissibles sexuellement, d'infections transmissibles sexuellement, qui sont à la hausse, gonorrhée, chlamydia, etc., à cause d'une moins grande prudence que les gens font preuve lorsqu'ils ont des relations sexuelles avec souvent des personnes qu'ils ne connaissent pas. Donc, le port du condom est, selon mon humble avis, obligatoire jusqu'à ce que vous ayez un partenaire stable. Et en lien avec le dernier cours, où j'ai fait état un peu de la libido, des principes de libido masculine en lien avec la libido féminine. Moi, ce que je recommande personnellement, c'est que, étant donné que la fille va être dans les partenaires, la personne qui pourrait avoir toutes les responsabilités parentales découlant d'une procréation non désirée, les niveaux d'impact dans la vie étant tels, le niveau de contrôle des jeunes hommes étant fort possiblement faible, moi, je recommande que les filles preniez le contrôle des relations sexuelles et que ce soit vous qui imposiez le port du condom. Si un jeune homme ne veut pas mettre le condom pour avoir une relation privilégiée avec vous, bien, sachez que cette personne-là ne vous mérite tout simplement pas. Et respectez-vous. Et comme ça, vous pourriez éviter beaucoup, beaucoup de problèmes. C'est donc la suggestion du profil. Vous en faites ce que vous voulez, mais ce serait quand même plate d'avoir des petits accidents, n'est-ce pas, mes enfants? Alors, c'est ce qui complète le cours sur le système reproducteur féminin. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite de passer une belle journée.